Les 5 premiers chapitres, on a vu l'essentiel de ce qu'on avait à voir en statistique en termes de loi de probabilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une nouvelle loi de probabilité. On les a toutes vues, celles dont on avait besoin, on les a vues. Et puis en termes de raisonnement statistique, on a vu l'essentiel. Donc à partir d'aujourd'hui, et pour les 2 autres séances qui suivent, on va avoir des techniques statistiques qui vont utiliser ces modes de raisonnement et ces lois de probabilité. Okay. Aujourd'hui, on va surtout voir 2 techniques qui utilisent toutes les 2 la loi du qui-2. Alors, pour vous rappeler, la loi du qui-2, on l'a utilisée pour calculer l'intervalle de confiance d'une variance ou pour faire un test sur la valeur d'une variance. C'était les 2 usages qu'on a fait jusqu'à maintenant de la loi du qui-2. Aujourd'hui, on va aussi utiliser la loi du qui-2 pour 2 autres techniques. La première, c'est ce qu'on appelle le test de raccordement d'une distribution observée à une loi de probabilité, c'est-à-dire faire un test pour vérifier si une distribution de données observées appartient, par exemple, à une loi normale, à une loi log normale ou à n'importe quelle loi. Comment on peut faire un test ? Quel test on fait pour ça? Et on verra une application. Et puis la deuxième grande application de la loi du qui-2, c'est le test d'indépendance de 2 variables qualitatives. Je n'ai pas précisé. Et là aussi, on fera 2 exemples de mise en œuvre de ce test. Voyons le premier, donc, le raccordement d'observation à une loi de probabilité. Imaginez que vous disposiez d'un ensemble d'observations. Et ces observations, on les a mises dans des classes. Alors, ça vous rappelle peut-être les données de température au parc Saint-Maur. On vous avait montré un histogramme. Donc, imaginez qu'on dispose de relevés de température quotidiennes au parc Saint-Maur ou n'importe où. Et ces relevés de température, on les a mis dans des classes. C'est-à-dire qu'on a regardé sur une période donnée combien de jours on avait pour une température comprise entre moins 15 et moins 14 degrés, entre moins 14 et moins 13, etc., etc. Donc, on fait des classes de température. Et on compte dans chaque classe combien de jours ont été observés avec cette température. Donc on a des classes, ici K classes, et dans chaque classe, on a un certain nombre d'observations. Imaginez maintenant qu'on suppose ou on intuite que ces observations obéissent à une loi normale, par exemple. Donc, ayant fait le choix d'une loi normale, ayant fait le choix de sa moyenne, de son écart-type, toujours à partir des données, on va pouvoir calculer, avec cette loi, la probabilité d'appartenir à chacune des classes. Si vous avez une loi normale de moyenne 10 et d'écart type 3 pour les températures quotidiennes à un endroit donné, vous pouvez calculer la probabilité que la température soit comprise entre moins 15 et moins 14, probabilité qu'elle soit comprise entre moins 14 et moins 13, etc., etc. Pour chacune des classes, vous disposez donc d'une probabilité. Et avec cette probabilité, vous allez pouvoir calculer les effectifs qu'on devrait obtenir dans chacune des classes en multipliant donc l'effectif total, celui qui constitue votre échantillon de départ, grand N. Vous multipliez grand N par chacune de ces probabilités et vous avez un effectif qu'on devrait obtenir si la loi est la bonne. Okay. Et toute la question auquel il faut répondre, c'est est-ce que ces effectifs théoriques sont proches des effectifs observés? Quelle est la distance qui sépare les effectifs observés et les effectifs théoriques? Si vous avez des effectifs théoriques proches des effectifs observés, vous pouvez dire, OK, j'ai une loi, ma loi normale, elle convient bien pour modéliser mes données. Correspond bien à mes données. Si au contraire, les effectifs théoriques sont très éloignés des effectifs observés, c'est que la loi que vous avez choisie n'est pas bonne. Okay. Alors, quelle loi intuiter, quelle loi on peut imaginer de mettre en face d'un certain nombre d'observations qu'on a faites? Eh bien, ça dépend, bien sûr, du problème que vous avez à traiter. Déjà, si vous manipulez des données discrètes, eh bien, vous avez intérêt à renvoyer, à essayer de regarder du côté des lois discrètes. Et les lois discrètes qu'on connaît, c'est la loi binomiale principalement, et surtout la loi de Poisson. C'est une des lois discrètes les plus rencontrées dans la nature. Si vous travaillez avec des variables continues, comme le sont les températures, peut être n'importe quelle valeur continue, eh bien, c'est plutôt vers une loi continue qu'on va s'orienter pour essayer de raccorder nos données à une loi. Loi normale, loi log normale, mais il y a beaucoup d'autres lois, on en connaît déjà quelques-unes. Idéalement, vous pouvez, ou dans certains cas, avoir des raisons théoriques de choisir telle loi ou telle loi, compte tenu du phénomène que vous étudiez. Si vous étudiez un phénomène qui est indépendant du temps, par exemple, on peut penser à une loi exponentielle, parce que c'est souvent une loi qui représente des phénomènes comme ça, indépendants du temps. Et dans d'autres situations, on peut aller vers une loi donnée, compte tenu du phénomène qu'on étudie. Le plus souvent, c'est la forme de l'histogramme que vous allez faire à partir de vos données qui va vous orienter vers une loi ou vers une autre. Si vous avez un histogramme en forme de cloche, histogramme symétrique, avec des cloches qui ont à peu près la même forme que celle d'une loi normale, bien sûr, vous vous orientez vers une loi normale. Si
Si vous avez une cloche dissymétrique, vous pouvez aller vers une loi log normale, par exemple. Okay. Donc c'est souvent à partir de la représentation graphique, donc d'une statistique descriptive qu'on peut faire, des boîtes à moustaches, par exemple, ou des histogrammes le plus souvent, qu'on va dire, tiens, ça ressemble à une loi normale, ben, je vais essayer une loi normale. Okay. Alors ensuite, comment mesurer la distance entre mes observations et ce que me donne la loi que j'ai choisie pour essayer de raccorder mes observations? Bien là aussi, il existe plusieurs distances. La première que je présente ici, c'est la distance de Kolmogorov ou la distance de Kolmogorov-Smirnov. C'est une distance très simple, en fait, qui est donnée par le plus grand écart en valeur absolue entre les effectifs théoriques et les effectifs observés pris classe par classe. C'est-à-dire vous faites NP1 moins N1, NP2 moins N2, etc., etc. Et vous regardez les écarts en valeur absolue. Et le plus grand écart, c'est ce qu'on appelle la distance de Kolmogorov. Donc c'est un calcul très simple. Cette distance de Kolmogorov, elle amène à un test dit de Kolmogorov, qui a l'avantage d'être un test exact, et elle est bien adaptée à des effectifs réduits. Des petits échantillons, si vous avez des petits échantillons de quelques dizaines de valeurs, bien, il faut peut-être plutôt vous orienter vers la distance de Kolmogorov. La distance la plus fréquemment utilisée, c'est la distance du Ki2, et on va la présenter plus en détail juste après. Elle fonctionne bien pour des échantillons relativement grand. L'ordre de grandeur, c'est une cinquantaine. Il faut que n soit au moins égal à 50, on va dire, pour pouvoir mettre en œuvre le test du Ki2. Et l'inconvénient du test du Ki2, comme on va le voir, ou que vous l'avez vu dans le chapitre d'aujourd'hui, c'est que c'est un test asymptotique. C'est-à-dire qu'on utilise le théorème central, limite, etc. pour expliquer qu'on tombe sur une loi du Ki2. Donc, ça n'est pas une distance exacte. Donc, ça crée... Bon, bref. Donc, ce n'est pas aussi idéal que Kolmogorov. Mais c'est le test le plus utilisé, donc on va regarder en détail cette fameuse distance du Ki2. Je rappelle ici donc mes tableaux. Tableau d'effectifs observés, tableau d'effectifs théoriques. Après avoir choisi une loi pour représenter ces données, je calcule mes effectifs théoriques. Eh bien, la distance, qu'on appelle la distance du Ki2, elle a cette expression, et je pense que ça vaut le coup de la retenir par cœur. Ce n'est pas très difficile à retenir. C'est la somme pour chacune des classes du carré des écarts entre observé et théorique divisé par théorique. Donc, effectif observé moins effectif théorique au carré divisé par effectif théorique, classe par classe, et vous faites la somme sur toutes les classes. Et donc, si la loi que vous avez choisie pour modéliser vos données est la bonne, eh bien, on peut montrer que cette distance doit être la réalisation d'une loi du Ki2 à K moins 1 moins P degrés de liberté. K, c'est le nombre de classes. Et on va voir d'abord pourquoi c'est une loi du Ki2, cette grandeur. On va voir pourquoi on enlève moins 1 dans les degrés de liberté et pourquoi on enlève moins P. OK? Donc retenez la somme des carrés des écarts divisé par les théoriques. Observé moins théorique au carré divisé par théorique et on fait la somme sur toutes les classes. Alors voyons d'abord pourquoi c'est une loi du Ki2. J'ai rappelé ici l'expression de la distance, je l'ai noté simplement un peu différemment. J'ai appelé petit nk l'effectif observé dans la classe K, grand N pk l'effectif théorique dans la classe K. Et donc je fais bien la somme du carré de l'écart entre observé et théorique divisé par théorique sur toutes les classes. Qu'est-ce qu'on peut dire de nk? Nk, l'effectif observé dans la classe K. À quelle loi appartient nk? Est-ce que ça vous parle quand je dis ça? Nk, c'est la réalisation d'une certaine variable aléatoire. Imaginez que les relevés de température, donc la population des relevés de température, eh bien, on les assimile à une urne, et chaque relevé de température est une boule sur laquelle on a mis la température relevée. Et quand la température est comprise ou appartient à la classe K, on met la boule rouge, et puis pour les autres boules, on les laisse en blanche, par exemple. Vous disposez d'un échantillon de n relevés de température. Donc vous prélevez n boules dans votre urne. Et dans votre échantillon, vous allez observer petit nk boules rouges, qui sont les boules qui appartiennent à la classe K. D'accord ? Donc nk, on peut l'assimiler à une loi binomiale. Le processus qu'on a fait, c'est une loi binomiale. C'est la loi binomiale qui nous dit quelle est la probabilité d'obtenir justement nk boules rouges
dans un échantillon de taille n. Okay, et une loi binomiale, vous vous souvenez, c'est une somme de variables de Bernoulli. Vous prenez une première boule, si elle est rouge, j'écris 1. Ensuite, vous en prenez une deuxième, si elle est noire, j'écris 0. Et la troisième, 0. Quatrième, rouge aussi, elle appartient à la classe K, etc., etc. Et NK, c'est la somme donc des 1 et des 0, après avoir prélevé grand N boules dans mon urne. Donc j'ai ici la somme de n variables de Bernoulli. Et vous vous souvenez, l'espérance mathématique d'une variable de Bernoulli, eh bien c'est PK, c'est la proportion de boules rouges, c'est-à-dire la proportion ou la probabilité d'appartenir à la classe K, la proportion de boules rouges dans mon urne. Et la variance d'une loi de Bernoulli, c'est PK fois 1 moins PK, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Ça veut dire quoi ça? Comme NK, c'est une somme de variables aléatoires de même espérance et de même variance, eh bien je peux faire appel au théorème limite pour dire que, puisque c'est une somme de variables aléatoires de même espérance, de même variance, eh bien cette somme tend vers une loi normale, dont l'espérance, c'est la somme des espérances, et dont la variance, c'est la somme des variances, les variables étant indépendantes, les variables de Bernoulli étant indépendantes. Donc NK tend à la limite, quand n grandit, vers une loi normale d'espérance NPK et de variance NPK fois 1 moins PK. Vous suivez, hein, c'est pas difficile. Je réécris cette expression. Alors quand vous avez une loi normale, avec une certaine moyenne, une certaine variance, eh bien qu'est-ce qu'on fait habituellement? On centre et on réduit cette variable. Donc je centre la variable, j'enlève l'espérance, je divise par la variance, et je sais que cette variable tend vers une loi normale centrée réduite. Et qu'est-ce que je constate? Quand je regarde la distance du Ki2 qui est affichée en haut, je constate que ma distance, c'est bien une somme de carrés. C'est à peu près le carré de ce que j'ai là. Alors, il y a un petit défaut au dénominateur, mais au 1 moins pk près du dénominateur, je fais bien une somme de carrés de loi normale centrée réduite. Eh bien, par définition, une somme de carrés de loi normale centrée réduite, c'est une loi du Ki2. De degré K, ici. OK? À condition de réparer le dénominateur. Là, j'ai quand même un petit défaut au dénominateur. J'ai le 1 moins pk qui m'embête, mais si je n'avais pas le 1 moins pk, j'aurais bien le carré, j'aurais bien une somme de carrés de loi normale centrée réduite. Alors, on va expliquer maintenant d'où vient le moins 1, et on va voir que le moins 1 est lié justement à ce petit défaut au dénominateur qu'on observe. Pour bien comprendre comment ça marche, on va faire l'exercice avec 2 classes seulement. Dans le polycopier, vous avez une démonstration que Rémi Père m'a proposé pour 3 classes. Là, on va le faire pour 2 classes. Ce sera plus simple. Donc, j'ai 2 classes. Effectif observé dans les 2 classes N1, N2. Probabilité d'appartenir à la première classe P1. Probabilité d'appartenir à la deuxième classe P2. Et puis, je sais que N1 plus N2, c'est grand N, l'effectif total. Et je sais que P1 plus P2 vaut 1. OK ? J'écris ma distance du Ki2. Effectif observé moins effectif théorique au carré divisé par effectif théorique pour la première classe. Et puis la même chose pour la deuxième classe. Je fais la somme. Je remplace, je réduis au même dénominateur déjà. Donc j'introduis P2 dans le premier terme. J'introduis P1 dans le deuxième terme. Et dans le deuxième terme, je remplace N2 par grand N moins N1 et P2 par 1 moins P1. Eh bien, quand vous simplifiez les choses, vous arrivez en résultat à cette expression. Cette expression dont on a vu que c'était bien le carré d'une loi normale centrée réduite. Là, on retrouve le dénominateur de tout à l'heure. Quand on a fait la somme des variables de Bernoulli, on avait bien un NPK fois 1 moins PK. Donc, partant de 2 termes ici, j'arrive à un terme qui est bien le carré d'une loi normale centrée réduite. Donc là, à un Ki2 de degré 1. Nombre de classes, moins 1. Okay, j'ai enlevé 1 degré, puisque je n'ai plus qu'un seul terme dans ma somme, qui est bien le carré d'une loi normale centrée réduite. Donc j'ai réparé mon dénominateur, et je vois bien que je perds 1 degré de liberté. Quand j'avais 2 classes au départ, j'arrive à un seul terme dans ma somme. OK? Oui? Alors, j'ai d'abord écrit la distance D ici, qui est l'expression de ma distance du Ki2. Observé moins théorique au carré divisé par théorique pour la première classe, plus la même chose pour la deuxième classe. Donc j'ai 2 termes, mais ces 2 termes, on a vu tout à l'heure, ce ne sont pas des carrés de loi normale centrée réduite. Il y avait un petit défaut au dénominateur. Eh bien, c'est quand je réduis au même dénominateur que je remplace P2 par 1 moins P1, N2 par 1 moins N1, c'est-à-dire quand j'utilise les conditions qui sont en haut à droite de mon graphique, que j'arrive bien à
plus qu'un seul terme qui, lui, est bien le carré d'une loi normale centrée réduite. Dans la diapositive précédente, ma variable binomiale tendait vers une loi normale d'espérance NPK et de variance NPK fois 1 moins PK. Donc j'ai bien ici réduit, enlevé l'espérance divisé par la variance, par l'écart type, et j'ai élevé au carré. Donc j'ai bien le carré d'une loi normale centrée réduite. Donc le carré d'une loi normale centrée réduite, par définition, c'est une loi du qui 2 de degré 1. Ou autrement dit, une loi du qui 2 de degré n, c'est la somme de n lois normales centrées réduites au carré. Là, je n'en ai qu'une, puisque je suis parti de 2 classes, et je suis bien arrivé au carré d'une loi normale centrée réduite, donc à une loi du qui 2 de degré 1. Et ça explique pourquoi j'ai enlevé 1 degré de liberté. Maintenant, pourquoi moins P? On l'a évoqué tout à l'heure en introduction. Eh bien, P, c'est tout simplement le nombre de paramètres estimés dans la loi de référence. Pour caler vos données sur une loi donnée, eh bien, s'il s'agit d'une loi normale, vous avez besoin d'estimer sa moyenne et sa variance. Et vous allez faire ces estimations à partir des données. Donc vous allez introduire 2 contraintes, si vous voulez, sur la moyenne et la variance de votre loi normale. Eh bien, ça va vous faire perdre 2 degrés de liberté. Si vous ajustez vos données sur une loi de Poisson, pour estimer le paramètre de la loi de Poisson lambda, vous avez besoin donc d'estimer un paramètre, et à ce moment-là, vous perdrez simplement 1 degré de liberté supplémentaire du fait d'avoir estimé ces paramètres. Maintenant, si vous n'avez pas besoin d'estimer ces paramètres, par exemple, vous voulez raccorder vos données à une loi de moyenne 5 et d'écart type 2 parce que vous avez des raisons théoriques de penser que ça provient d'une loi de moyenne 5 et d'écart type 2, indépendamment des données. Si vous n'utilisez pas les données pour estimer les paramètres 5 et 2, à ce moment-là, vous n'enlevez pas les moins P. Okay, vous enlevez moins P si vous avez besoin d'estimer les paramètres à partir de vos données. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Donc, on va faire quoi? L'objectif, ici, on a mesuré une distance. Et plus les effectifs théoriques sont proches des effectifs observés, quand vous faites la somme de ces distances, etc., pour chacune des classes, vous allez avoir une distance petite. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est à repérer des distances qui seraient trop grandes et qui nous amèneraient à rejeter le modèle qu'on a choisi pour modéliser nos données. Okay, donc, on va faire un test à droite. On a une grandeur, notre distance, qui doit obéir à une loi du qui 2 dans le cadre de l'hypothèse qu'on a faite. Et l'hypothèse qu'on a faite, c'est, eh bien, mes données obéissent à une loi normale de telle moyenne, de tel écart type, par exemple. Ça vous permet de calculer une distance. Donc, dans le cadre de cette hypothèse, puisque cette distance doit obéir à une loi du qui 2, il y a une probabilité alpha que vous allez choisir faible, 5% par exemple, de dépasser un certain seuil. Si votre distance dépasse ce seuil, eh bien, c'est contradictoire avec l'hypothèse, puisque dépasser ce seuil, on considère que c'est impossible au risque alpha près. Et à ce moment-là, on rejette notre hypothèse et on dit non, ce modèle ne convient pas. Cette loi de probabilité ne convient pas. Par contre, si vous tombez à gauche de cette distance, eh bien, ça n'est pas contradictoire à votre hypothèse, mais ça ne veut pas dire pour autant que votre modèle est le bon modèle. Vous pouvez faire un test avec une loi de moyenne 5 d'écart type 2, un autre test avec une loi de moyenne 5,2 d'écart type 2,4. Les 2 tests vont être acceptés, donc, et ça ne peut pas être les 2 choses en même temps. Donc ça, c'est un des inconvénients du test. Donc on cherche à repérer les distances trop grandes et on fait donc un risque à droite. Pour cela, on met tout le risque du même côté. Et je le répète une nouvelle fois, on applique donc maintenant le principe du test. Donc on a 2 hypothèses en présence. Soit le modèle est bon, c'est H0, c'est celui dans lequel on va pouvoir faire des calculs. Soit le modèle n'est pas bon, c'est-à-dire toutes les autres lois possibles. C'est une double infinité de lois. Toutes les lois possibles, avec tous les paramètres qu'on veut dedans, ça c'est l'alternative H1. Donc je suppose que la loi que j'ai choisie est bonne. Dans le cas de cette loi, je calcule les effectifs théoriques. Avec ces effectifs théoriques, je calcule une distance entre mes effectifs théoriques et mes effectifs observés. Cette distance doit obéir à une loi du qui 2. Donc, elle doit appartenir à cette distribution. Donc, il n'y a qu'une probabilité alpha de dépasser une certaine valeur, D0. Si vous tombez à gauche de D0, vous ne pouvez pas rejeter votre hypothèse. Et je répète, ça ne veut pas dire que le modèle est le bon. Simplement, les résultats ne sont pas contradictoires avec cette hypothèse. Si vous dépassez ce seuil, par contre, là, vous pouvez rejeter votre hypothèse avec moins de alpha chance sur 100 de vous tromper. Quelques remarques importantes, on les a déjà un petit peu évoquées. La première, l'aspect négatif du test. C'est-à-dire quand le modèle est bon, finalement, ce n'est pas très fort comme conclusion. On a calculé une distance qui n'est pas en contradiction avec l'hypothèse que j'ai faite, mais ça ne veut pas dire que mon modèle est bon. Je ne peux pas dire j'ai
95 chances sur 100 que mon modèle soit bon, par exemple. Ça, c'est impossible. On ne peut pas dire ça. On peut simplement dire, bah, je peux accepter, je vais travailler avec ce modèle, mais ça ne veut pas dire que c'est le bon. Deuxième problème, on utilise le théorème central limite, on fait une somme de variables de Bernoulli, il faut quand même qu'il y ait des termes non nuls en nombre suffisant, et on a des règles pratiques qui nous imposent ou qui nous recommandent, disons, de travailler avec des effectifs théoriques qui dépassent, qui sont supérieurs ou égaux à 5. J'ai mis supérieur, mais on peut mettre supérieur ou égal à 5, pour que ça marche bien, pour que la convergence vers la loi de Qui2 fonctionne bien. Donc, si vous avez des effectifs théoriques dans certaines classes qui sont inférieurs à 5, eh bien, vous allez procéder à des regroupements de classes. Vous allez regrouper cette classe avec la voisine pour que dans une classe un peu plus grande, vous ayez des effectifs théoriques plus grands que 5. Troisième remarque, les classes extrêmes. Vous avez un histogramme à gauche que vous essayez d'ajuster, ou des données. Vous essayez d'ajuster sur une loi normale. Si je travaille pour une classe donnée, j'ai un certain effectif donc dans une classe donnée, et pour calculer l'effectif théorique dans cette classe, je calcule la probabilité correspondante à cette classe avec ma loi normale, ici représentée en rose. Okay. Maintenant, pour les classes extrêmes, pour la dernière classe, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer l'effectif théorique sur cette dernière classe, non pas en utilisant la probabilité d'appartenir à cette classe, mais en prenant la probabilité d'appartenir à cette classe et en ajoutant toute la probabilité jusqu'à l'infini. Et je vais faire la même chose sur la classe de gauche, la première classe. Je vais étendre la probabilité jusqu'à moins l'infini, de telle sorte que la somme des effectifs théoriques soit la même que la somme des effectifs observés. Parce que si vous ne prenez pas en compte ces petits bouts, il vous restera des petits bouts de probabilité qui n'ont pas été pris en compte. Et quand vous allez calculer l'effectif théorique, il vous montrera peut-être quelques éléments dans votre effectif. Donc vous n'aurez pas égalité entre effectifs observés et effectifs théoriques. Ce n'est pas forcément très grave, mais c'est parce qu'il y a égalité entre effectifs théoriques et effectifs observés que vous enlevez 1 degré de liberté à votre loi. Si vous n'avez pas l'égalité, vous n'enlevez pas 1 degré de liberté à votre loi. Parce que vous n'avez plus la somme des probabilités qui vaut 1. Si vous ne prenez pas en compte les extrémités. Donc vous prendrez l'habitude dans la dernière classe, dans la première et la dernière classe, d'étendre, pour le calcul des effectifs théoriques, d'étendre donc le calcul de probabilité à l'infini, à moins l'infini ou à plus l'infini. Voyons une application. Et cette application, elle va porter sur quelque chose d'un petit peu particulier qu'on appelle la raréfaction des nombres premiers. Est-ce que vous connaissez ce problème, entre guillemets, ou ce phénomène? Vous avez déjà travaillé là-dessus? Alors, quelques mots sur les nombres premiers. Les nombres premiers, c'est un champ de la recherche mathématique assez fascinant, parce qu'à la fois, il traite des nombres entiers naturels, donc des choses a priori simples, mais il regorge de difficultés, et bien sûr, il est très important pour les questions de cryptographie, de sécurité informatique, choses comme ça. On utilise beaucoup les nombres premiers. Revenons d'abord à Euclide. Euclide, il va démontrer, 5 siècles avant Jésus-Christ, qu'il y a une infinité de nombres premiers. Comment il démontre ça? Il dit, voilà, s'il existe un nombre premier plus grand que tous les autres, eh bien, si je fais le produit de tous les nombres premiers entre eux et que j'ajoute un, eh j'ai toujours un nombre premier qui est plus grand que celui que j'avais choisi au départ. Donc il y a une infinité. Vous voyez quand même le niveau d'abstraction de cette démonstration pour l'époque. Le champ des nombres premiers est plein de... Alors peut-être avant de rentrer dans les conjectures du nombre premier, et chaque année, des mathématiciens cherchent à identifier, à reconnaître les plus grands nombres premiers qui existent. Et vous voyez, d'année en année, on progresse dans la connaissance des nombres premiers. En 84, vous voyez, le nombre premier le plus grand connu en 84, c'était 2 puissance 132 049-1. Et en 2008, c'était 2 puissance 43 112 609-1. C'était un nombre à 12 millions, à presque 13 millions de chiffres. Alors tous ces nombres, qui sont des nombres premiers, sont de la forme 2 puissance n-1. Ça ne veut pas dire que tous les nombres premiers ont cette forme. Ce n'est pas le cas. Mais ces nombres premiers, qu'on appelle les nombres de Mersenne, ils ont une qualité, c'est qu'il est plus facile de faire la démonstration qu'ils sont premiers, quand ils sont de cette forme-là. Alors jusqu'en 2008, c'était ce nombre, et depuis, on en a découvert un autre plus grand, c'était en 2013, et depuis, on n'en a pas trouvé de plus grand. C'est ce nombre-là, 2 puissance 57 885 161-1, un nombre à 17 millions de chiffres.
Alors pour les trouver, pour les identifier, il faut faire marcher des fermes de calcul très intensément. Alors maintenant, quelques conjectures sur les nombres premiers. Quelques conjectures qui n'ont pas été démontrées. Par exemple, le fait que, quel que soit n entier naturel plus grand que 1, eh bien, il existe un nombre premier entre n et 2n. Ça semble vrai, mais ça n'a pas été démontré. Si, ça a été démontré celui-là? Ah, bah alors celui-là est démontré. Celui-là? Et la suivante, alors? La suivante, je ne crois pas. Alors, je vérifierai pour la première, mais il me semble avoir mis que des conjectures non démontrées, mais alors il semble que celle-là était déjà démontrée. Donc la deuxième, c'est il existe un nombre premier entre n et n plus 1, quel que soit n entier. Entre n et n plus 1 au carré, entre n et n plus 1 au carré, quel que soit p premier, quel que soit n entier, pardon. Une autre conjecture, celle-là qui n'est pas démontrée, à ma connaissance, la conjecture de Goldbach, je crois que c'était n carré, compris entre n carré et n plus 1 au carré. J'ai fait une erreur ici. Conjecture de Goldbach, quel que soit n pair, quel que soit un nombre pair, il existe, enfin, on peut écrire tout nombre pair comme la somme de deux nombres premiers. Exemple, 4 c'est 1 plus 3, 6 c'est 1 plus 5, 8 c'est 3 plus 5, ou 222, nombre pair, c'est la somme de deux nombres premiers, 211 et 11. Ça, c'est la conjecture de Goldbach. Ça semble vrai, mais ça n'est pas démontré. Puis, autre conjecture non démontrée, il existe une infinité de nombres premiers jumeaux, c'est-à-dire séparés de deux unités seulement, comme 11 et 13, comme 17 et 19, ou encore comme 10 6427 et 10 6429, qui sont tous les deux premiers, séparés de deux unités seulement. Okay. Bon, mais ça, ce n'est pas ça qui nous intéresse maintenant. C'est une petite digression sur les nombres premiers. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle la raréfaction des nombres premiers, c'est-à-dire le fait que plus on s'élève dans les grands nombres, moins il y a de nombres premiers. La densité, s'il vous plaît, la densité de nombres premiers diminue au fur et à mesure qu'on s'élève dans les grands nombres. Voyons comment se manifeste cette raréfaction. Je vais construire un tableau ici, donc des valeurs de n, des puissances de 10. Et ce qu'on appelle pi de n, c'est la notation consacrée par les mathématiciens pour désigner le nombre de nombres premiers inférieurs ou égal à n. Ça se note pi de n. Donc il y a 4 nombres premiers inférieurs ou égal à 10. Il y a 25 nombres premiers inférieurs ou égal à 100. 168 inférieurs ou égal à 1000, etc., etc., etc. Si on fait le rapport entre le nombre de nombres premiers inférieurs ou égal à n et n, on a une certaine mesure de la densité de nombres premiers. 0,4, 0,25, 0,168, etc., etc. Et on voit que cette densité diminue. Eh bien, c'est ça qu'on appelle la raréfaction des nombres premiers. Je vais afficher maintenant le rapport inverse, n sur pi de n. Et je vous demande d'observer quelques instants cette colonne et d'essayer d'y repérer quelque chose dans cette colonne. Est-ce que vous arrivez à repérer quelque chose de particulier dans les nombres de cette colonne? Rien qui saute aux yeux? On va faire... Oui, une question? Exactement. Alors, on va regarder précisément le CESO. On va regarder d'une ligne à l'autre, d'une ligne à la précédente, comment ça se passe. Quand vous faites 4 moins 2,5, ça fait 1,5. 5,95 moins 4, ça fait 1,95. 8,14 moins 5,95, ça fait 2. Ça fait 2. 5,95, oui, ça fait 2, 20, 2,19. 10,4 moins 8,14. Ça fait 2, 26. Très bien, vous m'aidez parce que je suis fatigué. 12,74 moins 10,4, ça fait 2,34. 15,05 moins 12,74, ça fait 2,31. 17,36 moins 15,05, ça fait 2,31 aussi. 19,67 moins 17,36, ça fait 2,31 aussi. Et 21,98 moins 19,67, ça fait aussi 2,31. Et 2,31, c'est un nombre remarquable. Non, ce n'est pas le nombre d'or. C'est le logarithme de 10. Logarithme de 10. C'est pourquoi
En 1792, Gauss, qui a 15 ans, si je me souviens bien, qui a 15 ans, propose d'estimer le nombre de nombres premiers inférieurs ou égal à n par cette formule n sur log de n. Okay. Modèle de Gauss, utilisons n sur log de n pour estimer le nombre de nombres premiers inférieurs ou égal à n. Eh bien, on va vérifier par un test du Qui2 si on peut accepter ce modèle. Alors, je vais utiliser la forme intégrale de la formule de Gauss et je vais regarder le nombre de nombres premiers compris entre deux bornes A et B en faisant l'intégrale de A à B de dx sur log de x. Et avec Mathematica, eh bien, je fais ça en une ligne quasiment. Je vais regarder combien il y a de nombres premiers entre A et B et je vais prendre des valeurs successives ici pour ces bornes d'intervalle. Je vais calculer avec la formule de Gauss, donc avec l'intégrale, le nombre donné par la formule de Gauss. Donc c'est l'effectif théorique, et ensuite faire la différence, et puis le carré de la différence divisé par l'effectif théorique. Je fais les sommes. J'ai combien mon effectif observé total, c'est combien? C'est ça, 50 847 530. Mon effectif théorique total, c'est pas tout à fait la même chose. Donc il n'y a pas égalité entre les effectifs observés et les effectifs théoriques. Il faudra le prendre en compte dans le test. La différence, on voit qu'elle est minime quand même entre l'effectif total ici théorique et puis l'effectif observé, comparé à la grandeur des nombres. Hein. Et la distance que j'obtiens en faisant la somme donc, de la dernière colonne, c'est 1,13. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je mets en œuvre mon test du Qui2. Cette grandeur doit appartenir à une loi du Qui2. Combien de degrés? Combien de classes il y avait? Est-ce que vous avez le temps de repérer le nombre de lignes? Il y avait 16. 16 classes. Donc j'applique la formule, 16 classes, moins 1, moins P. Mais mon moins 1, je l'enlève, puisque je n'ai pas égalité entre effectif théorique et effectif observé. Ou, autrement dit, la somme des probabilités ne vaut pas 1, si je reviens à ce qu'on avait dit au début. Et moins P, c'est quoi? Le nombre de paramètres estimés dans le modèle de Gauss, combien? 0. J'ai estimé aucun paramètre, je n'ai pas eu besoin de paramètres pour utiliser mon modèle de Gauss, donc je n'ai pas P. Donc la distance, mon 1,13 que j'ai calculé, il doit appartenir à une loi du Qui2 de degré 16. Et quand vous regardez dans une table du Qui2 de degré 16, eh bien, vous vous apercevez qu'il y a une probabilité de 5% de dépasser la valeur 26,3. Moi, je suis tombé à gauche de 26,3, donc je ne peux pas rejeter mon modèle. Alors, je peux néanmoins dire quelque chose de plus, c'est que mon 1,13 ici, il est très à gauche. Donc, en toute logique, puisqu'il doit obéir à une loi du Qui2, c'est tout aussi improbable de tomber très à gauche que très à droite. Mais il se trouve que là, je n'ai pas prélevé un échantillon au hasard. J'ai calculé mes effectifs théoriques à partir d'une formule directement, donc je tire au hasard, je n'ai pas de phénomène aléatoire. Donc je peux très bien obtenir une distance très très petite qui me montre que mon modèle est très bon, puisque la distance entre effectif théorique et effectif observé est très faible. Mais d'une manière générale, si vous travaillez avec des échantillons prélevés aléatoirement et que vous obtenez une distance extrêmement petite, vous pouvez vous interroger sur la constitution de l'échantillon. Peut-être on a triché sur les valeurs pour qu'elles collent bien au modèle que je voudrais utiliser. Il faut se méfier de ça. Sinon, ça veut dire que le modèle est très bon. Ici, il n'y a qu'une chance sur 10 millions d'avoir une distance aussi petite, quand on reste dans le cadre d'une loi du Qui2. Oui ? Parce qu'il n'y a pas égalité entre effectif observé et effectif théorique. Quand on a fait le calcul avec deux classes qui nous ont ramené avec un seul terme, c'est parce qu'on a remplacé N2 par grand N moins N1, parce qu'on avait égalité des effectifs, ce qui n'est pas le cas ici. Donc on n'enlève pas de classe. Alors la démonstration que le nombre de nombres premiers inférieur ou égal à n tend vers n sur log de n, c'est Jacques Hadamard qui l'a donné en 1896, c'est-à-dire 100 ans après Gauss à peu près. Mais il y a d'autres aussi estimations encore meilleures que celles de Gauss pour estimer le nombre de nombres premiers inférieurs ou égal à n. Alors, avant de passer à la deuxième partie, donc on a comparé des effectifs observés. On a essayé donc d'ajuster des données observées sur un modèle qu'on a intuité principalement à partir de la forme de l'histogramme. Et donc on a comparé des observations à un modèle théorique. Eh bien, on peut aussi utiliser exactement le même test pour comparer des échantillons. Par exemple, essayer de répondre à la question, est-ce que ces deux échantillons que j'ai, que je vais classer chacun en classe, est-ce que je peux considérer qu'ils appartiennent à la même loi? Indépendamment de la connaissance de cette loi, je peux, avec le même test,
dire si ces deux échantillons, je peux les assimiler à deux échantillons provenant d'une même distribution. Au lieu de comparer un échantillon avec une distribution théorique calculée par une loi, je peux comparer deux échantillons aussi et voir s'ils appartiennent à la même population, en fait. Voyons une deuxième application de la loi d'Iki 2, le test d'indépendance de deux variables qualitatives. Alors imaginez que les deux variables qualitatives qui nous intéressent, c'est la couleur des cheveux, par exemple, et la couleur des yeux. Rappelez-vous, je vous avais demandé en début d'année de remplir un questionnaire, et je vous remercie de l'avoir fait, où je vous avais demandé votre taille, votre poids, la couleur de vos yeux, la couleur de vos cheveux. Alors imaginons donc ici 3 modalités de la couleur des cheveux, 3 modalités de la couleur des yeux. Dans mon échantillon, j'avais presque 120 valeurs. Je vais pouvoir déterminer dans mon échantillon combien de personnes ont les yeux verts et les cheveux bruns. Combien de personnes ont les yeux verts et les cheveux blonds. Combien de personnes ont les yeux verts et les cheveux châtains. Donc je vais mettre ces valeurs-là dans ces cases-là. Et puis bien sûr, je vais pouvoir faire ça pour toutes les cases. OK ? Je vais noter grand A, le nom de la première variable, ici la couleur des cheveux. Grand B, le nom de la deuxième variable, la couleur des yeux. Et donc la première variable prend 3 modalités, A1, A2, A3, qui sont les 3 couleurs possibles. De même pour B, B1, B2, B3. Et à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, j'ai un effectif, que j'appelle ici NIJ. Donc c'est l'effectif qui correspond à la modalité AI pour la couleur des cheveux et la modalité BJ pour la couleur des yeux. Je vais pouvoir calculer les marges, ce qu'on appelle les marges, c'est-à-dire les effectifs totaux, la somme des colonnes ou la somme des lignes. Donc NI point, ici, c'est le nombre total de personnes qui ont les cheveux blonds, par exemple. Et N.J, eh bien, c'est le nombre total de personnes qui ont les yeux bruns. Et petit n, c'est l'effectif total. 120 personnes à peu près. Okay, je mets ça dans un petit coin. Maintenant, je vais appeler PI point, la probabilité d'avoir les cheveux blonds, par exemple. La probabilité que la variable couleur des cheveux soit égale à 2, que A soit égal à A2, c'est-à-dire la couleur des cheveux blonds, je vais l'appeler P2 point. De même pour les autres modalités, bien sûr. Je vais appeler P.J, la probabilité que la deuxième variable, ici la couleur des yeux, par exemple, prenne la modalité marron. Je vais appeler P.2 pour marron, P.3 pour bleu, P.1 pour vert. Okay, et je vais appeler PIJ la probabilité que j'ai à la fois une certaine modalité de la couleur des cheveux et une certaine modalité de la couleur des yeux. Par exemple, la probabilité d'être blond et d'avoir les yeux verts. Je vais noter ça PIJ. Maintenant, je vais faire l'hypothèse d'indépendance. Je vais faire l'hypothèse qu'il y a indépendance entre la couleur des yeux et la couleur des cheveux, que les deux ne sont pas liés entre elles. Eh bien, dans le cas de cette hypothèse, je peux écrire que s'il y a indépendance entre les deux variables, eh bien, la probabilité d'avoir les cheveux blonds et d'avoir les yeux verts, eh bien, c'est le produit des probabilités. C'est le produit de la probabilité d'avoir les yeux blonds d'une part, les yeux verts d'une part, par la probabilité d'avoir les cheveux blonds. Vous êtes d'accord avec ça? C'est quelque chose qu'on a vu à la première leçon. Alors, maintenant, il me faut connaître ces probabilités. Eh bien, on va utiliser les proportions pour calculer ces probabilités, ou plus exactement, pour estimer ces probabilités. Donc, je vais estimer la probabilité d'avoir les cheveux blonds, par exemple, eh bien, par la proportion de personnes qui ont les cheveux blonds dans mon échantillon. J'ai NI points personnes qui ont les cheveux blonds sur N au total. Par exemple, 20% de la population ici, ou de mon échantillon, a les cheveux blonds. Donc, je vais estimer que la probabilité d'avoir les cheveux blonds, c'est 20%. D'accord ? C'est la loi des grands nombres. Hein, là, la proportion tend vers la probabilité. De même, pour estimer la probabilité d'avoir les yeux verts ou les yeux marrons, par exemple, eh bien, je vais l'estimer par la proportion d'individus qui ont les yeux marrons. J'ai 30 personnes sur 100 qui ont les yeux marrons, donc j'estime que la probabilité d'avoir les yeux marrons, c'est 30%. Eh bien, maintenant que je connais mes probabilités, que je les ai estimées, je vais pouvoir calculer des effectifs théoriques. Pour calculer l'effectif théorique dans chaque case, c'est-à-dire pour calculer combien, sous l'hypothèse d'indépendance toujours, parce que tout ça résulte de l'hypothèse d'indépendance, eh bien, combien je devrais avoir, s'il y avait indépendance, de personnes qui ont les cheveux blonds et les yeux verts, par exemple, eh bien, je vais multiplier par n, l'effectif total, par la probabilité d'avoir les cheveux blonds
et d'avoir les yeux verts. Et donc, je vais faire ça en multipliant les deux probabilités précédentes. Okay, donc, je fais ni point fois n point j divisé par n. Okay. Je multiplie les deux probabilités. Comme je multiplie par n devant, eh bien, il ne me reste plus qu'un seul n au dénominateur. Hein. Donc, je fais pi point étoile fois p point j étoile. N fois ce truc-là. Okay. Donc, à l'hypothèse d'indépendance, je peux calculer des effectifs théoriques. Donc, j'ai maintenant un tableau qu'on appelle un tableau de contingence d'effectifs observés. Et sous l'hypothèse d'indépendance, parce que j'ai fait l'hypothèse d'indépendance, je peux calculer des effectifs théoriques. Donc, un deuxième tableau d'effectifs théoriques. Donc, je me retrouve maintenant avec un tableau d'effectifs observés, un tableau d'effectifs théoriques. Eh bien, on peut montrer dans ces conditions que si vous faites la somme des carrés des écarts entre effectifs observés et théoriques divisé par théorique sur chaque case, sur toutes les cases, eh bien, cette distance doit obéir à une loi du qui 2. Combien de degrés de liberté? P-1 fois Q-1. C'est-à-dire nombre de modalités de la première variable moins 1, nombre de modalités de la deuxième variable moins 1. Et tout ça parce que vous avez imposé que les marges dans votre tableau de contingence observé ou dans votre tableau théorique soient les mêmes. Autrement dit, si vous avez un tableau à 9 cases, il suffit de connaître les 4 premières cases pour calculer la troisième, puisque la somme, vous la connaissez déjà à partir de votre tableau de contingence. Vous enlevez un degré de liberté pour la première et pour la deuxième. Nombre de lignes moins 1, nombre de colonnes moins 1, autrement dit. Et puisque ça doit obéir à une loi du qui 2, bien, il n'y a qu'une probabilité alpha que vous choisissez bien sûr faible de dépasser un certain seuil. Si vous dépassez ce seuil, votre distance est trop grande, donc vous rejetez l'hypothèse d'indépendance. Et là, le test est assez puissant parce qu'il va remettre en cause l'hypothèse d'indépendance et vous allez pouvoir dire non, il n'y a pas d'indépendance, les deux choses sont liées, les deux variables sont corrélées d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est une conclusion forte. Alors, faisons l'exemple avec votre promotion. Couleur des cheveux, couleur des yeux. On avait 4 modalités. J'avais proposé 4 modalités. Il y avait 116 personnes qui ont répondu, donc c'est à peu près la totalité de la population. On voit dans le tableau des cases assez bien remplies. 27 personnes qui ont les cheveux châtains et les yeux marrons, une trentaine qui ont les cheveux bruns, les yeux marrons, 18 qui ont les cheveux noirs, les yeux bruns, 7 qui ont les cheveux blonds, les yeux bleus. Bon, est-ce que vous voyez une corrélation entre la couleur des yeux et la couleur des cheveux? Oui, non? Je fais l'hypothèse qu'il n'y en a pas. J'utilise les marges, donc je fais le produit des marges. En fait, dans chaque case, je fais le produit des marges, je divise par l'effectif total. Ça me donne l'effectif théorique pour chaque case. Pour chaque case, le produit des marges divisé par l'effectif total, vous avez l'effectif théorique. Voici le calcul des effectifs théoriques. On retrouve les mêmes cases bien remplies, c'est normal. Toujours beaucoup de cheveux châtains avec des yeux marrons, etc. Par contre, par exemple, yeux bleus, cheveux blonds, 1,6, tout à l'heure on avait 7. Donc là, il y a un écart assez fort entre l'effectif théorique pour cette case-là et l'effectif observé. Je calcule les distances, case par case. Voilà, j'ai différents termes dans chaque case. Et je fais la somme de toutes les cases, j'obtiens 33. OK. Combien de degrés de liberté? 4 modalités pour la couleur des cheveux, 4 modalités pour la couleur des yeux. Donc 4 moins 1, 3. 4 moins 1, 3. 3 fois 3, 9. 9 degrés de liberté. Il n'y a que 5 chances sur 100 de dépasser 16,9. Or, on a obtenu 33. Conclusion. Je rejette mon hypothèse d'indépendance. C'est l'hypothèse que j'ai faite pour faire ces calculs. Donc il n'y a pas d'indépendance entre la couleur des yeux et la couleur des cheveux. Il y a bien une corrélation entre les deux. Je n'ai pas précisé laquelle. J'ai simplement dit qu'il y en avait une avec moins de 5 chances sur 100 de me tromper. Et je pourrais prendre un risque certainement un peu plus élevé, peut-être 1%, je n'ai pas regardé la valeur. Donc il me permettrait de conclure avec moins d'une chance sur 100 de me tromper qu'il y a bien que ces deux variables qualitatives sont corrélées, ne sont pas indépendantes. OK? Je vois qu'il y en a qui bavardent beaucoup, et vous avez certainement beaucoup de choses à dire. Oui, peut-être bien un peu en sous-effectif ici, effectivement. Objectivement, il faudrait aussi des effectifs assez plus élevés que ça pour le faire. Là, si on regarde les distances, elles ne contribuent pas forcément. Ça, c'est les distances. Là, les distances dans cette colonne ne sont pas trop élevées, donc ça, c'est pas trop gênant. Mais l'inconvénient d'avoir des petits effectifs, effectivement, c'est que ça crée des écarts assez importants, puisqu'il y a des carrés dedans entre observé et théorique. Et donc ça contribue à augmenter la distance. Mais là, le grand écart vient de la modalité blond-bleu. Blond-bleu, 17,7, on a déjà dépassé le seuil à 5%. Donc c'est parce qu'il y a une bonne corrélation entre bleu et blond ici qu'on
on rejette l'hypothèse, entre autres, hein, mais il y a d'autres valeurs qui sont moins importantes, mais significatives aussi. Deuxième application, faisait l'objet d'un exercice, je ne sais pas si certains ont eu à le préparer, mais c'est tant mieux pour ceux si l'assistant vous a donné, un exercice de la séance d'aujourd'hui. Y a-t-il un lien entre fumée et le degré de gravité de la maladie qu'on appelle l'artériosclérose? On dispose d'un échantillon, de patients qui sont classés en non-fumeurs, fumeurs légers, fumeurs moyens, grands fumeurs ou des fumeurs de pipe et de cigares. Donc parmi tous les malades, on n'a que des malades dans notre échantillon qui sont tous atteints de l'artériosclérose. Il y a des gens qui ne fument pas, il y a des gens qui fument moyennement, légèrement ou beaucoup, ou des gens qui fument la pipe et le cigare. Et puis il y a des gens qui sont gravement malades, il y a des gens qui sont moyennement malades, et puis il y a des gens qui sont faiblement malades. Et on fait les marges et on travaille sur un échantillon de 870 personnes. Okay. Eh bien, je m'intéresse à savoir s'il y a un lien entre fumer et avoir l'artériosclérose. Eh bien, je vais faire l'hypothèse qu'il n'y en a pas. Et dans le cadre de cette hypothèse, je peux calculer donc des effectifs théoriques que je calcule à partir des marges. Donc, je reprends les mêmes marges et je fais pour chaque case le produit des marges, je divise par n total. Et voilà ce que j'obtiens. Autrement dit, s'il y avait indépendance, eh bien, je devrais avoir dans ma population de non-fumeurs, par exemple, 32 qui sont gravement malades, 99 qui sont moyennement malades et 28,7 qui sont faiblement malades. Les 161 non-fumeurs ici représentent 18% de la population. Hein, et donc s'il y a indépendance, eh bien, ces gravement moyens faibles, je les retrouve de façon équivalente dans cette population. Ou autrement dit, j'ai 18,5% de non-fumeurs dans ma population. Et donc, vous faites 18,5% de 178 qui sont gravement malades, donc on devrait avoir ici dans cette première case. Donc, je fais 18,5% de 178, j'ai 32,9. 18,5% de 537, ça me donne 99,4. Et 18,5% de 155, ça me donne 28,7. J'ai fait le produit des marges divisé par le total. Je calcule mes distances du Qui2. Voilà les valeurs que j'obtiens. Et quand je fais la somme, eh bien, j'obtiens 48. Si l'hypothèse d'indépendance est valable, cette grandeur doit appartenir à une loi du Qui2. Combien de degrés de liberté? 5 modalités de la variable fumée, donc moins 1, ça fait 4. 3 moins 1, 2. 2 fois 4, 8 degrés de liberté. Et si je cherche ici la valeur seuil à 1 pour 1000, eh bien, si vous cherchez dans la table, vous allez trouver 26,1. Il n'y a qu'une chance sur 1000 de dépasser la valeur 26,1. Or, j'obtiens 48. Donc là aussi, je remets en cause mon hypothèse d'indépendance. Il y a bien un lien apparent entre fumer et être atteint de l'artériosclérose. Alors, c'est intéressant d'essayer d'interpréter ce lien, de vérifier, de voir dans quel sens ça joue. Donc vous avez ici le tableau des distances. Eh bien, on peut s'attarder sur les cases qui correspondent aux valeurs les plus élevées, c'est-à-dire les plus fortes contributions à cette distance. Qu'est-ce qui fait que la distance est grande? C'est principalement ces 6 cases-là. Okay, et on va regarder ces 6 cases rapidement, en comparant pour ces 6 cases effectifs observés et effectifs théoriques. Regardons d'abord la première case du haut. Qu'est-ce qui est observé? C'est que chez les non-fumeurs, j'ai 16 personnes gravement malades. S'il y avait indépendance, j'aurais dû en avoir 32,9. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, j'ai beaucoup moins de personnes gravement malades chez les non-fumeurs que je ne devrais l'avoir. Donc on voit bien que quand on est non-fumeur, on n'est pas gravement malade. On est moins souvent gravement malade qu'on ne devrait l'être s'il y avait indépendance. La case d'en dessous, ça fonctionne de la même manière. J'ai 48 personnes faiblement malades chez les non-fumeurs. J'aurais dû en avoir que 28. Donc quand on ne fume pas, on est plus souvent faiblement malade. Donc ne pas fumer, on voit bien que c'est bon pour la santé. Ça rend la maladie plus faible ou moins forte, moins grave. Chez les moyens fumeurs, comment ça se passe? J'ai 76 personnes gravement malades chez les moyens fumeurs, j'aurais dû n'en avoir que 58. Donc on voit bien que quand je fume moyennement, je suis plus souvent gravement malade que je ne devrais l'être s'il n'y avait pas de relation entre les deux. Et inversement ici, pareil,
J'ai 32 personnes simplement faiblement malades chez les moyens fumeurs, au lieu de 51 que j'aurais dû avoir s'il n'y avait pas de lien. Donc quand on fume moyennement, eh bien, on est moins souvent faiblement malade, on est plus souvent gravement malade. Donc ne pas fumer, ou fumer moyennement, pardon, c'est pas du tout bon pour la maladie. Regardons la pipe et le cigare. 7 personnes chez les fumeurs de pipe et cigares qui sont gravement malades, au lieu de 14, donc fumer la pipe et le cigare, ça réduit la gravité de la maladie. Okay. Et inversement ici, 21 personnes faiblement malades au lieu de 12,5 liées à vie indépendante. Donc là aussi, fumer la pipe et le cigare, ça entraîne des niveaux de gravité plus faibles dans la maladie. Donc conclusion, fumez la pipe et le cigare. Et ne fumez pas moyennement. Des questions résiduelles? Non? Bon, bah alors bon travail pour faire ce genre de test.